Bienvenue à Planète Terre. Cette semaine, on ne vous racontera pas d'histoires, on va vous raconter des histoires. Derrière le bruit, Michel Fortman va nous expliquer comment différentes nations ont une lecture complètement différente, voire contradictoire d'événements qui, pour nous, sont pourtant consensuels. Vimy, Juno Beach ou Dieppe. Vous allez voir comment, si on est français ou canadien anglais ou allemand ou français, ces événements n'ont pas du tout la même signification et c'est ce travail qu'il va faire avec nous dans quelques instants. Ensuite, dans notre série Vers Copenhague, on va poser une question qui est émergente, celle du droit international de l'environnement, c'est-à-dire est-ce que les pollueurs pourront, à brève ou moyenne échéance, être traînés devant un tribunal international qui va sévir sur les pollueurs? Alors, c'est quelque chose qui est en train de se dessiner. Nous allons essayer de vous en montrer les contours avec Amici Manirabona, qui est doctorant, qui travaille sur ce sujet, et Constantia Kutuki, juriste à l'Université de Montréal, professeur. Et finalement, comme nous avons l'habitude de le faire maintenant, mon collègue Karim Benyakliaf et moi-même allons faire état de quelques-unes de nos lectures. Karim vous présentera un dictionnaire des droits de l'homme et moi, je vous parlerai de la façon dont l'essayiste et romancière canadienne Margaret Atwood raconte l'histoire de la dette et de la richesse. Dans un instant, derrière le bruit des histoires. L'histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l'intellect ait élaboré. C'est le poète et écrivain français Valéry qui parle. Les propriétés de l'histoire sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs ou à celui de la persécution et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines. Nous allons parler aujourd'hui d'histoire, nous allons parler des lectures différentes d'une même histoire et nous allons en parler avec celui qui a porté à votre attention cette extraordinaire citation, Michel Fortman. Merci beaucoup d'être là, Michel. Bonjour Jean-François. Michel, vous êtes professeur au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Vous dirigez le CEPSI, le Centre d'études pour la paix et la sécurité internationale, mais vous faites aussi, depuis 4 ans, un certain nombre, une activité très intéressante. Vous conduisez des étudiants sur les champs de bataille européens. Oui. Et donc, vous êtes à même de constater, par vos études et par votre pratique sur le terrain, les lectures différentes que les nations ont d'un même événement. Alors, on a beaucoup parlé de commémoration autour du jour du souvenir. C'est un jour de deuil, de recueil. Mais nous, on va prendre un peu de recul et on va dire au-delà du recueillement et du deuil, il y a ces mythes concurrents, ces mémoires concurrentes. Expliquez-nous en quoi elles le sont. Juste un point de détail, mais qui est important. Alors, en fait, les visites des champs de bataille que nous organisons le sont en fait conjointement avec l'Université Laurier. Donc, en fait, dans nos groupes d'étudiants, nous avons 9 étudiants qui viennent de l'Université de Montréal, 9 étudiants qui viennent de Laurier. Nous avons justement 2 cultures fondamentalement différentes vis-à-vis des 2 guerres. Et Laurier, qui est dans... précisez-nous la ville. Donc, Laurier en Ontario. En Ontario, voilà. Et en fait, on ne réalise jamais autant en fait, la différence ou les différences culturelles qui peuvent nous séparer en termes simplement d'éducation historique entre donc ces deux, pourtant 2 régions qui sont assez proches l'une de l'autre. J'aimerais, Jean-François, simplement vous donner en fait 3 instantanés, en quelque sorte, justement pour souligner ces différentes narrations et en même temps ces différents mythes historiques qui se perpétuent en fait à travers les décennies, à propos en fait, qui répond un peu à la question. Bon, le 11 novembre, c'est le jour du souvenir, mais de quoi devons-nous nous souvenir en quelque sorte? Évidemment, Première Guerre mondiale, la première chose à laquelle on va penser, c'est la bataille de Vimy en 1917. Alors, rappelez pour les jeunes auditeurs ce qui s'est passé à Vimy. Donc, en avril 17, le corps d'armée en fait, canadien, 4 divisions canadiennes ont attaqué sur le front de l'Artois, dans le nord de la France, et ont remporté une victoire significative. Ils ont pris ce qu'on appelle la crête de Vimy, qui surplombe la plaine de Douai, et ce qui a amené en fait une retraite assez importante donc des forces allemandes. Les pertes ont été quand même importantes, 10 000 hommes, vous vous rendez compte, c'est pas des pertes auxquelles on ferait face aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est
comment en fait cette bataille est devenue en fait un mythe important de l'histoire. On dirait presque un mythe fondateur. Pour le Canada. Pour le Canada. Oui. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout, je dirais, dans la culture, par exemple, québécoise. Pour certains historiens canadiens, par exemple, c'est la chose la plus importante qui ait réalisé historiquement le Canada depuis sa fondation. Certains autres historiens disent que en fait, la participation canadienne à la Première Guerre mondiale d'ensemble, c'était la guerre d'indépendance canadienne. Pourquoi? Parce que en fait, des Canadiens de toutes les régions en fait, se sont trouvés impliqués dans cette bataille, ont participé à cette victoire, manifestant à la fois le courage, l'héroïsme, etc., l'esprit de sacrifice des Canadiens ensemble pour... Ça, c'est donc, ensemble, sous un commandement canadien, oui, pas sous un commandement britannique. Exactement. C'est une victoire canadienne. Ça appartient au Canada et ça oui, fusionne les Canadiens dans un mythe commun. Exactement. Alors pour les Canadiens anglais, c'est très important, mais pour les Québécois, non. D'abord, le premier détail à retenir, c'est que les Québécois sont absents de la bataille de Vimy. Vous avez à peu près des représentations de tous les régiments à travers le pays. Le 22e, en fait, qui était le seul régiment canadien, français ou québécois n'est pas présent dans le cadre de cette bataille. Pour les Québécois, en fait, 1917, donc le moment où se produit Vimy, le souvenir marquant, l'histoire, la narration, c'est celle de la crise de la conscription, des élections volées de décembre 17 donc par les conservateurs, donc quelque chose de beaucoup plus amer qui est tout à fait différent. Alors Vimy, c'est quelque chose qui se passe chez les autres par d'autres. Exactement. Que disent les Français de Vimy? Pour les Français, en fait, là aussi, le cadre est beaucoup plus négatif. C'est-à-dire que la bataille de Vimy s'inscrit à l'époque, en 1917, c'est juste avant les offensives de Nivelles sur le chemin des Dames, qui est en fait un échec et une défaite cuisante pour les Français. Et en fait, le début des mutineries, c'est que 80% en fait, des unités françaises se sont mutinées après ces offensives sanglantes qui ont coûté, je pense, 200 000 âmes. Dans toute cette histoire, Vimy, enfin, pour les Français, n'existe pas. C'est un détail, un bas de page. Exactement. Okay. Et encore une fois, c'est très intéressant justement de raconter, de décrypter ces discours et de les confronter devant des groupes qui, justement... Alors, continuons. Oui. Pour les Allemands, Vimy, pour les Allemands, ils étaient quand même présents, eux. Oui, alors, on s'attendrait à ce que ce soit une immense défaite pour les Allemands. C'est pas tout à fait exact, dans la mesure où eux-mêmes avaient décidé de raccourcir le front en reculant de plusieurs, disons, dizaines de kilomètres sur ce qu'on appelle la ligne Hindenburg. Donc, en fait, leur retraite était moins causée par Vimy que finalement décidée d'avance. Vous voyez, ce qui jette aussi une couleur ou un éclairage particulier. Quoi qu'ils se soient battus pour garder la crête, et qu'ils aient eu des pertes aussi. Ils disent, de toute façon, on s'en allait. Exactement. Alors, c'est pas si important. Exactement. Vous voyez, donc, la valorisation de cet événement doit être nuancée par ces différents discours. Et je pense que c'est important aussi pour les étudiants, par exemple, et en général le public, d'avoir une vision qui est moins patriotique, en quelque sorte, et peut-être plus proche de l'histoire. Okay, alors, passons, parce que je veux les entendre. Juno Beach. Alors, Juno Beach, c'est la plage du débarquement en Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le symbole de notre contribution, enfin le plus clair de la contribution du Canada à la libération de l'Europe, c'est là que, aux côtés des Américains et des Britanniques, nous foulons le sol européen, libérant donc, commençant à libérer l'Europe de la tyrannie nazie. Alors, donc, évidemment, le Canada fait installer un centre d'information qui à Courceuil-sur-Mer, qui est en fait un de ces sites sur Juno Beach. Ce qui est intéressant, si vous y allez, juste à côté, en fait, peut-être à 200 mètres de Juno Beach, vous voyez, à Courceuil-sur-Mer, vous voyez une énorme croix, une croix de Lorraine. Vous savez que la croix de Lorraine, c'est le symbole, en fait, des forces françaises libres, et particulièrement le symbole des gaullistes. Et en fait, il y a lieu de se demander pourquoi est-ce que sur une plage qui finalement est territoire canadien, qui est un symbole canadien, oui, cette énorme croix. Réponse, c'est parce que c'est le site sur lequel, en fait, le général de Gaulle a posé le premier pied sur le sol français le 14 juin 1944. Donc après le débarquement. Après le débarquement. Ouais.
Pour les Français, et c'est ça que souligne ce monument, en fait, ceci symbolise que la libération de la France a été faite par De Gaulle, peut-être plus que par les Canadiens ou les Américains. Et si vous interrogez les Français encore, ils vont avoir cette... Oui, donc, encore une fois, une version totalement, on pourrait dire, autiste de l'histoire, qui ignore deux discours qui sont parallèles et qui s'ignorent. Troisième instantané, Dieppe. Dieppe, oui. Alors, Dieppe, c'est cette offensive ratée où beaucoup de Canadiens français Exactement. étaient présents. Donc, 1942, c'est la première tentative de mettre les pieds sur le sol européen. C'est un raid, c'est pas une tentative de libération, mais qui tourne mal avec des pertes importantes. Discours canadien, c'est une page héroïque où sont illustrés de nombreux régiments canadiens, et pas seulement le fusilier Mont-Royal. Par contre, discours québécois, et ça c'est assez intéressant, c'est une vision tout à fait négative, c'est-à-dire que Dieppe est l'exemple même d'une situation où les Anglais, les maudits Anglais, ont utilisé un régiment canadien-français comme chair à canon, en quelque sorte, dans un projet qui est bon. Donc, ce qu'on en tire en termes historiques, c'est beaucoup plus de l'amertume, comment finalement nos troupes ont été utilisées. Et il m'est arrivé en fait un incident un épisode assez intéressant il y a 2 ans, lorsque justement nous étions sur une des plages de Dieppe, est arrivé un touriste allemand, alors qui m'a donné une autre version. Okay, donc là, il n'était plus question de parler des Alliés qui tentaient de libérer l'Europe. En fait, c'était les Allemands qui avaient joué le rôle de défenseurs, et on devrait le reconnaître. Alors, cet Allemand m'expliquait que les forces allemandes, la Wehrmacht, avaient servi de rempart contre les bolcheviks prêts à envahir l'Europe de l'Ouest. Ils avaient donc contribué à la défense de l'Europe. Et il ne fallait pas regarder juste dans les mérites des Alliés, mais plutôt les mérites des Allemands. Et là aussi, vous avez... il avait quel âge, ce touriste allemand? Le gars devait avoir 55 ans. Donc, quand même, la génération suivante. Il n'a pas connu la guerre. Il est né à 50 ans, il est né en 57, 58, 59. Exactement, mais ceci vous montre la pérennité, en fait, d'un discours qui lui avait probablement été transmis dans sa famille. Vous voyez, donc, lorsqu'on dit de quoi on se souvient, vous avez ces différents mythes qui constituent l'histoire. Et je pense qu'une des responsabilités des intellectuels, des historiens, est justement de se tourner vers ces mythes, de les décrypter et de les présenter, en fait, pour donner peut-être une vision un peu plus honnête de l'histoire. Et puis, Sarah, là, vous parlez les Québécois, les Canadiens, les Français, les Allemands et les Russes. Parce que pour les Russes, tout ce tapage annuel ou tous les 5 ans quinquennal sur le débarquement en Normandie, pour eux, ce n'est pas inexistant, mais ce qu'il faudrait tous célébrer, ce sont les 20 millions de morts russes sur le front de l'Est. C'est eux qui ont donné le plus grand tribut humain contre les nazis. Et ça, je ne vois pas les chefs d'État du G7 se rendre, dans quelle ville d'ailleurs, de l'Est, pour célébrer la plus grande contribution en hommes et en matériel contre les nazis. Et finalement, de ce point de vue-là, si je peux terminer là-dessus, par exemple, on appelle Omaha Beach, c'est-à-dire l'endroit où les Américains ont débarqué, donc le 6 juin 1944, Omaha la sanglante. Il y a eu environ 2000 pertes, je pense, ce jour-là, ce qui n'est pas considérable. Les Russes en payaient, en fait, en perdaient 50 fois plus, en fait, sur le front de l'Est. Stalingrad seulement. C'est des poids épouvantables. Donc, c'est vraiment, encore une fois, une question tout à fait de perspective. Et encore une fois, je pense que c'est important donc de décrypter ces mythes et de les présenter, en fait, aux étudiants. Alors, les vainqueurs écrivent l'histoire. Dans ce cas-ci, les vainqueurs de l'Ouest ont mieux écrit l'histoire que les vainqueurs de l'Est. Évidemment, les perdants, on n'en parle pas, mais c'est le rôle de gens comme vous, d'historiens, de spécialistes, de politologues, de dire, bon, nous, on va réécrire l'histoire, on va montrer les histoires, peu importe qui a gagné ou a perdu. En fait, il s'agit véritablement de relativiser ces mythes, éviter en fait, je dirais, le patriotisme facile, ou même surtout la perpétuation des hostilités que l'on retrouve souvent parmi, par exemple, les guides sur les champs de bataille. J'ai ce collègue, par exemple,
qui encore maintenant refuse de mettre les pieds dans un cimetière allemand parce que pour lui, les Allemands sont toujours les ennemis. Mais là, vous voyez véritablement le côté négatif de ces mythes. Vous nous suggérez 2 livres pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette discussion. Je vous laisse les présenter. Oui, alors de Jonathan Vance, un classique canadien, justement pour ceux qui s'intéressent à l'histoire militaire canadienne. Comment, en fait, il s'appelle Mourir en héros, mémoire et mythe de la Première Guerre mondiale, qui montre comment la société canadienne, en fait, a valorisé des événements comme Vimy pour justement expliquer les pertes et les sacrifices qu'avait fait l'État. Il fallait un mythe, en quelque sorte, pour effacer les peines donc, de gens qui avaient perdu des... Bon. Sur le Québec en particulier, la mémoire de Dieppe... Ça, c'est un deuxième livre. Oui. Mémoire de Dieppe a paru à VLB édition. Béatrice Richard, donc de l'UQAM, Mémoire de Dieppe, là aussi qui tente de décrypter ce mythe de Dieppe pour les Québécois. Et je présente votre ouvrage annuel, Les conflits dans le monde, que vous faites avec Gérard Hervouet, de l'Université Laval. L'édition 2009 va être une presse... Elle vient de sortir. Elle vient de sortir. Oui, voilà. Très bien. Vous me l'apporterez la prochaine fois. Oui, veuillez m'excuser. Et puis, on termine sur une plage musicale. Vous êtes toujours très, très apte à trouver des plages musicales intéressantes. Qu'est-ce que vous nous proposez justement, cette fois-ci? pour dénoncer, en fait, cette mythification de l'histoire, les 2 oncles de Brassens, l'oncle qui aimait les Tomies et l'autre les Teutons. Ils sont évidemment tous les 2 morts de la belle mort. Michel Fortman, merci beaucoup de nous avoir raconté ces histoires et ces souvenirs aujourd'hui. Et nous écoutons, grâce à vous, Georges Brassens interpréter Les 2 oncles. C'était l'oncle Martin, c'était l'oncle Gaston. L'un aimait les Tomies, l'autre aimait les Teutons. Chacun pour ses amis, tous les 2 ils sont morts. Moi qui n'aimais personne, eh bien je vis encore. Maintenant, cher tonton, que les temps ont coulé, que vos veuves de guerre ont enfin convolé. Comme vous le savez, à cette émission, on parle souvent de changement climatique et on parle souvent des conséquences du changement, mais aussi des instruments qu'on essaie de développer pour y parer ou du moins atténuer ces impacts. Et nous allons parler cette semaine du droit pénal international de l'environnement. Vous n'en avez pas entendu parler, mais c'est normal parce que c'est un droit qui est vraiment en émergence. Et la question qui est posée, c'est comment punir les personnes ou les compagnies ou les États responsables d'avoir suscité directement ou indirectement une catastrophe écologique. Alors, pour en parler, 2 invités. D'abord, Amici Manira Bona, est-ce que je l'ai eu cette fois-ci? Oui, je me suis pratiqué tout à l'heure. Donc, vous êtes... merci d'être avec nous. Vous êtes doctorant à la faculté de droit. Vous préparez votre thèse justement sur la responsabilité des entreprises dans des crimes contre l'environnement. Et vous avez donné une conférence sur ce thème lors de l'école d'été sur le changement climatique que dirigeait notre collègue Constantia Kutuki. Alors, Constantia, bienvenue encore à l'émission. Vous travaillez sur beaucoup de choses. En ce moment, pour le Centre de droit international de développement durable, où vous êtes conseillère, vous êtes bien sûr professeur à la faculté de droit, vous travaillez sur une étude, sur une plainte qu'a déposée une entreprise, Dow Chemical, contre l'interdiction des pesticides par le gouvernement du Québec. On va peut-être en revenir là-dessus tout à l'heure. Bon, alors, dites-nous, est-ce que, en ce moment, dans l'état actuel du droit international, qu'est-ce qui est prévu? Qui peut être tenu responsable d'avoir causé un dommage à l'environnement? Merci beaucoup de la question. Pour le moment, à vrai dire, il n'y a pas quelque chose qui peut efficacement réprimer les atteintes internationales, à l'échelle internationale en tout cas, les atteintes à l'environnement qui sont commises pour l'instant. Ce qui existe, c'est lié à la guerre, c'est au niveau du tribunal, de la Cour pénale internationale, qui est basée à La Haye, aux Pays-Bas. Cette Cour-là, son statut, qui est appelé statut de Rome, qui a établi son existence, ce statut-là prévoit 2 dispositions à l'article 8 qui peuvent aider à réprimer les crimes contre l'environnement. Mais cette disposition-là, ça ne fonctionne que
pendant la guerre. C'est-à-dire que si dans le cours d'une guerre, un crime de guerre est commis et que dans ce crime de guerre, il y a un méfait contre l'environnement. Oui, ce n'est que là qu'on estime que ce crime contre l'environnement peut être puni. Et là encore, c'est atténué parce qu'on dit il faut que ce crime-là ne soit pas justifié par les besoins de la guerre. Ça, c'est une atténuation, donc déjà... donc, si le général peut dire, oui, c'est vrai que j'ai complètement rasé une forêt amazonienne, mais il le fallait parce que j'avais un objectif à l'intérieur de cette forêt. Oui, c'est comme si le statut de Rome admet ça. Oui. Et ça, c'est vraiment... c'est regrettable pour les environnementalistes, pour ceux qui luttent pour la protection de l'environnement. Et puis, en dehors de ça, il y a une petite brèche qu'on peut ouvrir au niveau du crime, de la disposition sur le crime de génocide dans le statut de Rome. Au niveau du crime de génocide, on énumère une série d'actes qui peuvent donner lieu, dont la commission peut donner lieu aux poursuites de crimes de génocide. Et cette disposition-là dit que soumettre des personnes physiques, bien sûr, des individus, soumettre ces individus-là, avant tout, je vais d'abord rappeler, les individus, pour qu'on soit responsable de crimes de génocide, il faut qu'on ait l'objectif de détruire des individus, appartenant à une ethnie ou à un groupe, en tout cas religieux donné. Donc l'intention, c'est de détruire ce groupe-là sur une base discriminatoire. Donc, cette brèche-là, pour l'environnement, on dit que dans l'explication qu'on donne aux conditions d'existence, parce qu'on dit soumettre un groupe à des conditions d'existence qui peuvent donner lieu à la disparition de ce groupe-là, à la disparition ou à la destruction de ce groupe, que ces conditions d'existence-là peuvent, si c'est des conditions hostiles à l'existence du groupe, que ces conditions-là peuvent fonder les poursuites. Donc, si dans la tentative de génocide, on n'a pas seulement tué les personnes, mais on a détruit leur environnement de telle sorte que ça les tue, ou que l'objectif était de les tuer, à ce moment-là, la destruction de l'environnement est passible d'une condamnation par la Cour pénale internationale. Oui, c'est possible d'une condamnation par la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, au niveau international, le tribunal international de la Haye, le tribunal pénal international de la Haye, qui juge actuellement, qui continue de juger les criminels de guerre dans l'ex-Yougoslavie. Il y a deux décisions très importantes, l'une rendue en 2001 et l'autre rendue en 2006, et l'une dit que, par exemple, détruire des objets culturels qui permettent d'identifier un groupe donné culturellement, que ça peut être considéré comme un génocide si raisonnablement cet acte de destruction-là peut donner lieu à la disparition, à la destruction en tout cas du groupe. Donc, si on rase toutes les mosquées, les musées d'un groupe, c'est dans l'intention de détruire la réalité régionale ou ethnique ou religieuse de ce groupe. Oui, donc que ça peut fonder un crime de génocide, donc des poursuites pour un crime de génocide. Il y a aussi l'autre décision de 2006 qui elle, vient vraiment appuyer celle de 2001, dit que la destruction, l'expulsion des populations de leur logement, de sorte que cette expulsion-là peut aboutir à la disparition de ce groupe-là, que cette expulsion-là peut fonder des poursuites pour génocide. Donc, en matière d'environnement, on peut imaginer que s'il y a une situation où un individu ou une société
qui exploitent par exemple une mine ou quelque chose d'autre, mais qui ne se préoccupent pas de la protection de l'environnement, de sorte que des populations environnantes soient obligées d'être expulsées, que ça peut, si l'expulsion-là peut raisonnablement aboutir à la disparition de ces individus-là, que là, il y a moyen de poursuite. Oui. Alors, je pense un exemple concret de ça, c'est quand on parle des communautés autochtones dans l'Amazonie ou dans les places de même où ils vivent dans la forêt qui est en train d'être coupée. Donc, ils sont vraiment déplacés de leur, pas juste de leur chez eux, mais vraiment leur logement, tout leurs conditions de vie, leurs conditions d'existence. Ouais. Même si eux sont pas tués, c'est impossible pour eux de continuer leur façon de vivre. Et dans un sens, qu'est-ce que le cours a dit? Le cours a dit est que on va dire que ça, on va interpréter cette action-là comme vous voulez. Même si l'industrie forestière dit non, nous on coupe les arbres. On veut ne fait que non, on n'est pas comme les Serbes, on ne voulait pas détruire une population, ça ne nous dérange pas, on ne fait que couper des arbres. La Cour pénale pourrait dire oui, mais en coupant les arbres, vous êtes en train de commettre l'équivalent d'un génocide. C'est exactement ça. Et c'est plus facile à voir avec les groupes autochtones parce qu'on ne parle pas des centaines de millions de personnes. On parle des fois des villages de à peu près peut-être 1000, 2000 personnes, mais c'est quand même un groupe spécifique, unique, qui n'est pas comme les autres groupes autochtones. On a cette idée de mettre tous les peuples autochtones avec une définition, mais ce n'est pas le cas. Alors, c'est un exemple qui vous vient à l'esprit, cette question des Autochtones, mais est-ce qu'en ce moment, il y a des ONG ou des groupes qui pensent justement tester ce cas-là ou un cas comme celui-là devant la Cour pénale internationale? Oui, il y a beaucoup de ONG qui parlent de faire ça, mais il faut qu'ils s'organisent, évidemment, parce que ça prend beaucoup de ressources puis beaucoup d'argent pour amener une cause jusqu'à la Cour pénale internationale. Mais qu'est-ce que c'est intéressant est qu'on apprend de ces situations plus vite, plus souvent maintenant à cause de l'Internet, à cause des communications avec les satellites, etc. Puis il y a plusieurs ONG qui vont avoir des live feeds, si vous le voulez, de qu'est-ce qui se passe sur terrain. Donc, il n'y a pas une question que prendre 1 mois, 2 mois pour vérifier que vraiment il y a quelque chose comme ça qui s'est arrivé. Collecter la preuve maintenant est plus rapide et plus facile. Rapide parce que la caméra est déjà là. Très bien. Bon, alors ça veut dire qu'il y a une brèche qui est ouverte dans le droit existant du génocide pour le dommage créé à l'environnement lorsqu'il y a un impact sur des êtres humains. Mais s'il y a un dommage qui est causé à l'environnement en général, mais qu'il n'y a pas d'êtres humains et que même les êtres humains sont affectés, mais pas dans un génocide, et donc ils ne sont pas membres d'un groupe particulier, parce que dans la théorie du génocide, il faut qu'un groupe soit ciblé. À ce moment-là, est-ce qu'on est complètement sans ressources au plan juridique? Au plan juridique, on est, au niveau international, en tout cas, on est sans ressources. Parce que il y avait, en 1991, il y avait eu, au niveau de la Commission internationale sur le droit international, il y avait un projet de code sur la sécurité humaine qui avait prévu, en plus du crime contre l'environnement commis pendant la guerre, ils avaient prévu aussi un crime proprement parlé contre l'environnement commis soit n'importe quand, en période de paix ou en période de guerre. Mais ce projet-là, ce projet de code, a été modifié en 1996. Pourquoi? En tout cas, il a donné trop de controverses, la disposition-là. C'était l'article 26 du projet de code de 1991 de la Commission sur le droit international. Et cette disposition a été rayée de la liste parce que certains États, ils ont avancé le prétexte que c'était pas précis, que c'était vague, mais finalement, c'est peut-être qu'il y a eu la pression
des entreprises. Des entreprises et de certains États qui ne veulent pas être tenus. Repousser les investisseurs. Oui. Mais, Constantia, est-ce qu'il y a une nouvelle tentative de formaliser, de donner un instrument juridique à l'environnement? Mais on était proches. Sauf qu'à un moment donné, comme on sait, il y avait ce problème avec l'économie. Puis là, une fois que l'économie a commencé pas aller très, très bien, mais là, toutes ces questions sociales, soit l'environnement, soit les droits de l'homme, soit n'importe quoi. Vous voulez dire qu'on était proche avant la crise? C'est avant exactement cette crise-ci. Oui. Puis, une fois que la crise économique s'était arrivée, tout qui a par rapport avec l'économie, commerce, n'importe quoi à l'extérieur de ça était comme mis à côté parce que l'idée était il faut absolument prendre contrôle de l'économie parce que si ça marche pas bien, toutes les autres choses, mais ils n'ont pas vraiment de valeur. D'après moi, ça devrait être le contraire. Je pense qu'on a une crise économique à cause qu'on ne fait pas attention à les choses qui concernent l'environnement, les droits de l'homme, puis tous les aspects sociaux de l'affaire. Mais sur l'instrument, est-ce que parmi les juristes qui, comme vous, réfléchissez à ces questions, vous vous dites, ce devrait être la Cour pénale internationale qui ait, en plus des crimes de guerre et génocide, le mandat de poursuivre donc les actes criminels commis contre l'environnement, ou est-ce que ça devrait être une autre instance? Mais d'après moi, ça devrait être une autre instance, parce que je pense qu'il y a tellement de problèmes au niveau d'avoir différentes perspectives de qu'est-ce que le cours pénal qu'on a sur place maintenant devrait faire, et que d'essayer d'ajouter à son mandat, ça va être un sujet tellement controversé qu'on va être pris dans un débat pour des années puis des années. Je trouve qu'on est aussi mieux d'essayer de faire quelque chose qui prend soin des questions de l'environnement, mais qui laisse tranquille les questions de guerre puis tout ça, parce que évidemment, il y a plus de gens qui sont choqués, si je peux utiliser ce mot-là, par les crimes contre l'humanité que par les crimes contre l'environnement. Et puis, il y a les gens qui disent on ne peut pas les donner le même statut. Tout à fait. Donc, ça créera une difficulté de constamment comparer l'un à l'autre. Est-ce qu'il y a en ce moment, on sait que pour que ces traités internationaux prennent vie, il faut qu'il y ait des États, des organisations non gouvernementales, des réseaux, mais à la fin, il faut qu'un ou plusieurs États disent, moi, je veux proposer, comme ça a été le cas pour le Canada, pour les mines antipersonnelles, par exemple. Est-ce qu'il y a des États dans le monde aujourd'hui qui se font les défenseurs de cette idée-là? L'idée, pour le moment, n'est pas vraiment très avancée au niveau des États, au niveau interne. Mais ce qui est là, c'est que, comme pour le cas des droits des violations des droits de la personne, vous savez, la Cour pénale internationale a bien sûr le mandat de juger des crimes internationaux, mais il y a dans nos statuts de Rome, on dit que sa compétence, c'est complémentaire, que la première responsabilité incombe aux États de poursuivre les criminels internationaux. Et c'est seulement s'ils n'en ont pas la volonté ou la capacité. Ou la capacité de le faire que la Cour pénale internationale peut se saisir de l'affaire. Pour le moment, en environnement aussi, ça devrait être la même chose. L'instance internationale, oui, elle est la bienvenue, mais si des États pouvaient prendre le leadership... De créer un crime contre l'environnement interne. Est-ce que ça existe? Ça existe au niveau canadien, dans la loi canadienne sur la protection de l'environnement, même si le crime en question n'a pas été ajouté au code criminel comme c'était proposé avant. Cette infraction existe dans la loi canadienne, mais seulement ça ne peut pas régir des situations qui se produisent en dehors à l'extérieur du Canada. Mais est-ce qu'il y a des cas canadiens? Est-ce qu'il y a des entreprises ou des individus ou des pouvoirs publics qui ont été poursuivis ou condamnés? Oui, au Canada, des compagnies sont souvent poursuivies,
que ce soit pour les crimes contre l'environnement ou pour d'autres crimes. Mais là, puisqu'on est en droit pénal, il y a une responsabilité individuelle et quelqu'un qui va en prison. Est-ce que ça s'est produit? En matière de crimes contre l'environnement? Oui. Oui, au Canada, oui, et ça s'est produit. Et je pense que ça devrait aussi servir pour fonder aussi des poursuites au niveau international. Mais le moment n'est pas encore venu, à mon sens. C'est lorsqu'on remarque, même si la Cour suprême du Canada à maintes reprises dit que la protection de l'environnement est une valeur fondamentale, c'est comme si ça passe encore rentrer dans la conscience des gens pour réellement prendre compte pour réellement considérer que les crimes contre l'environnement, ça affecte la valeur au même titre que les crimes contre la personne. Comme pour n'importe quelle question qui touche l'environnement, les pays scandinaves sont vraiment les pays s'il y a des pays qui poussent pour droit pénal en droit international par rapport à l'environnement, c'est vraiment les pays scandinaves. Qui ont créé, eux aussi, un crime contre l'environnement dans leur législation interne. Exactement. Alors, c'est tout le temps que nous avons. Nous allons y revenir à mesure que ce droit émergent de droit pénal international de l'environnement émerge. On va essayer de suivre son développement avec vous. Constantia, vous avez pensé à une plage musicale pour nous. Laquelle et pourquoi? Oui, c'est We Didn't Start the Fire par Billy Joel. Puis je trouve que cette chanson, qu'est-ce que ça dit, c'est que oui, il y a toutes sortes de choses terribles qui étaient arrivées au passé, mais à cause parce que nous, on fait rien pour soit arrêter qu'est-ce que s'était passé ou pour s'assurer que ça ne va pas arriver encore dans le futur, mais en effet, on est responsable pour qu'est-ce que ça va arriver. Parce qu'on sait que c'était arrivé, on n'a pas appris, puis c'est quelque chose qu'on va revoir dans le futur, puis on ne devrait pas. Si on n'agit pas. Amici Manirabona, merci beaucoup de vos réponses. Constantia Kutuki, toujours un plaisir de vous avoir. Merci. Et nous écoutons, grâce à vous, Billy Joel chanter We Didn't Start the Fire. Nous sommes de retour à Planète Terre, l'émission des chercheurs du Cerium, et comme nous le faisons maintenant assez régulièrement avec mon collègue Karim Beniaklef, nous allons discuter de lectures récentes pour vous les suggérer, en certains cas pour essayer de vous dissuader de les acheter, mais on préfère parler des livres qui vous seraient utiles. Alors Karim, cette semaine, vous nous présentez quoi? Écoutez, un dictionnaire des droits de l'homme publié aux éditions des presses universitaires de France, tout récemment par un collectif d'auteurs, il y en a plus d'une centaine presque. Un livre qui fait le tour de tous les thèmes majeurs relatifs aux droits de l'homme. Pensons à christianisme, par exemple. L'entrée du christianisme est intéressante parce qu'elle nous montre, par exemple, que les droits de l'homme, ou les droits de la personne, comme on dit au Québec, au Canada, sont effectivement d'origine chrétienne. Il y a un fond chrétien très important qui remonte à la fameuse phrase « Rendez à César ce qui revient à César », qui institue déjà la séparation de l'État et de l'Église. C'est vrai qui était plutôt favorable à César, mais le fait est que la dignité de chaque humain était, lorsqu'on parle de la chrétienté, on critique beaucoup cette inégalité des hommes et des femmes dans l'Église, mais cette idée que chaque humain, même le dernier, est digne, c'était une idée neuve. Absolument. Et puis le concept de dignité humaine qu'on retrouve sous la plume de la plupart des juges des cours suprêmes occidentales, que ce soit aux États-Unis, au Canada, le Conseil constitutionnel en France, c'est un thème qui revient régulièrement. Nous avons d'autres entrées très intéressantes aussi.
comme par exemple celle concernant le constitutionnalisme. On pourrait croire que c'est quelque chose de très national, mais pas du tout. C'est une doctrine qui peut aussi s'appliquer en droit international, et on dit de plus en plus que, par exemple, la Charte des Nations Unies constitue un embryon de droit constitutionnel international, de même que tous ces grandes déclarations ou instruments concernant les droits humains. Une autre entrée qui est très intéressante aussi, c'est le jus cogens. C'est une expression latine, jus de droit, cogens d'impératif en quelque sorte, et qui veut, et les gens le savent très peu en général, qui veut que certains droits sont fondamentaux, impératifs, et s'imposent à tous les États, qu'ils aient ou non ratifié certaines conventions. On pense évidemment à l'interdiction de la torture, du génocide et de crimes contre l'humanité. Non, en théorie. En théorie, mais toutes les cours doivent le reconnaître en principe. Mais évidemment, le grand problème du droit international, c'est toujours la question de la contrainte et de l'application. Donc, le dictionnaire des droits de l'homme ne se limite pas à définir un certain nombre d'aspects des droits, il va à la source historique de plusieurs de ces droits. Absolument, on n'est pas là dans la nomenclature des droits, droit à la vie, droit à la liberté d'expression, etc. On va vraiment dans les thèmes profonds et on en fait vraiment un historique. Sur question, par exemple, je prends ici liberté d'entreprise, liberté économique. On remonte au XVIIIe siècle avec les fameux mercantilistes, etc. Alors, on a vraiment ici un très beau portrait. Vous avez en plus, à la fin de chaque entrée, une petite bibliographie qui permet au lecteur de poursuivre ses recherches. Alors c'est un ouvrage très bien fait. Les presses universitaires de France publient depuis plusieurs années des dictionnaires thématiques, dictionnaires de philosophie politique, dictionnaires de culture juridique, etc., qui sont pour les étudiants, les professeurs, mais aussi pour un public intéressé, de très belles sources d'informations. Très bien. Alors moi, de mon côté, oui, j'ai lu Margaret Atwood. Alors Margaret Atwood, ce qui est intéressant, c'est la grande romancière canadienne. Lorsqu'on parle de littérature canadienne, on parle d'Atwood dans la première phrase. Elle a écrit plusieurs romans. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a fait. Son dernier roman, Oryx and Crake, était une vision futuriste du dérapage de la génétique. Où on réussirait dans un premier temps à éliminer les enfants qui présentaient des problèmes et ensuite, petit à petit, à créer une race supérieure et finalement de remplacer tous les humains par cette race. Et c'était très intéressant parce on commence le roman avec un des derniers humains qui n'a pas su éviter la catastrophe, mais qui a essayé et qui essaie d'apprendre à cette nouvelle race génétique qui sont comme des enfants, comment survivre finalement dans un environnement très dur. Mais donc, on attend rarement Margaret Atwood dans le champ de l'essai. Elle a fait des essais sur la littérature canadienne, un essai très connu sur le thème de la survivance dans l'histoire de la littérature canadienne. Et cette fois-ci, elle s'est attaquée au grand sujet de l'heure, c'est-à-dire la richesse et la dette. Alors en anglais, le livre s'appelle Payback, Debt and the Shadow Side of Wealth. Et sur la couverture, on voit un ballon et une aiguille qui est sur le point de faire éclater le ballon de la dette, la bulle financière. Et en français, publié chez Boréal, ça s'appelle Contes et légendes. Contes, C-O-M-P-T-E-S, et légendes, la face cachée de la dette et de la richesse. Alors, ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est que Margaret Atwood va à la source historique et mythologique de la dette. Elle dit, c'est pas nouveau, la dette. Aujourd'hui, ces idées d'endettement et de crédit sont partout dans nos sociétés, mais elle en trouve la source même elle dit presque dans la génétique. Parce qu'il y a des études qui montrent qu'avec des chimpanzés, lorsque on leur donne constamment, on leur distribue également, disons, des concombres, ils sont contents. Mais si on donne à l'un d'entre eux une bille et aux autres un concombre, ils se révoltent. Parce qu'il y a injustice, inégalité. Alors, le refus de l'inégalité semble être génétique ou chromosomique, on ne sait pas. Et ensuite, elle voit que cette idée de prêt et de remboursement n'est d'abord pas monétaire en soi, il est moral. La dette qu'on a envers les dieux. Et il faut rembourser aux dieux le bienfait de la pluie, le bienfait de ceci. Et si on n'a pas remboursé par des sacrifices humains ou autre chose, il arrive des catastrophes. Et d'ailleurs, elle trouve dans la mythologie et dans les religions un certain nombre de signes de ça. Jésus est le Rédempteur. Il vient pour la rédemption, il vient pour payer les dettes. D'ailleurs, il va au ciel, il paye effacer l'ardoise. Effacer l'ardoise. Et donc, ce signe d'avoir
devoir et de devoir revenir à l'égalité d'une certaine façon, de revenir à zéro parce qu'on a emprunté ou on a prêté, ça fait partie de la base même de la connaissance humaine et de la fonction humaine et des relations humaines. Et bon, par exemple, elle trace, ce qui est intéressant dans toute la première partie de ce petit livre, mais très érudit, c'est qu'elle trace l'évolution justement de trouver quelqu'un qui va payer pour soi, le bouc émissaire, quelqu'un qui prend les dettes des autres. Est-ce qu'elle offre des solutions au problème de la dette actuelle? Ça, c'est pour la suite. C'est la deuxième tome. Mais c'est clair qu'elle elle montre comment il y a une expansion, une constance historique, mais il y en a une expansion de l'idée de crédit et de dette, alors que c'était à l'époque, au départ et pendant des siècles, l'exception à la règle, donc cette idée de dette et de retour à l'égalité était importante, que maintenant, le mode de vie, jusqu'à récemment, peut-être l'automne 2008, on l'espère que ça soit arrêté là, c'est devenu la constance de vivre à crédit, ce que nos grands-pères n'auraient jamais fait, vivre à crédit. C'était mal vu. Maintenant, la société tout entière nous pousse à vivre à crédit. Et en fait, le capitalisme moderne s'écroulerait demain si tout le monde remboursait ses dettes. Parce que l'idée même de l'augmentation perpétuelle de la consommation est fondée sur le fait qu'on emprunte pour pouvoir consommer au-delà de nos besoins de base. Alors, ce n'est pas un livre économique, c'est un livre qui met notre situation actuelle dans une perspective historique, mais qui nous montre aussi que là, on a tiré l'élastique pas mal à son maximum. Si vous vous rappelez, Jean-François, dans Les Rois maudits, par exemple, Philippe le Bel réglait ses problèmes de dette en brûlant les Templiers et les Juifs. Oui. Et les Lombards, oui. Et les Lombards, les banquiers lombards, oui. Mais bon, eux, ils avaient un rythme de vie plus sûr. Mais enfin, est-ce qu'il faut brûler les banquiers de Wall Street, nous dit Margaret Atwood? Certainement qu'elle dit que si on lui posait la question maintenant, elle dirait qu'il ne faut pas les vacciner en premier. Mais c'est la démesure. Voilà, on est dans l'ère de la démesure, à la fois pour la dette, à la fois pour ses salaires extravagants et ses primes extravagantes, et qu'on a perdu, on a perdu de vue le point d'équilibre. Donc là, on est en déséquilibre absolu face à ce qui devrait être donc génétique, le retour à l'équilibre comme étant une pulsion presque viscérale. Si on a une dette, il faut la rembourser. Si on doit quelque chose, une dette morale ou autrement, on est mal à l'aise avec soi tant qu'on n'a pas réglé les comptes. Alors, en ce moment, la société occidentale en particulier est dans un malaise absolu et commence à se désinhiber de ne plus régler les comptes. Voilà. Triste situation. Tout à fait. Alors, on va finir en chanson sur les droits de l'homme. À quoi avez-vous pensé, Karim? Une chanson d'espoir, parce qu'il nous en faut toujours. Un très beau poème d'Aragon, mis en musique et chanté par Jean Ferrat, « Un jour, un jour ». Merci, Karim. Alors, nous écoutons « Un jour » d'Aragon, interprété par Jean Ferrat, des beaux souvenirs et un espoir. Tout ce que l'homme fut, de grand et de sublime, sa protestation, ses chants et ses héros, au-dessus de ce corps et contre ses bourreaux, à Grenade aujourd'hui surgit devant le crime, et cette bouche absente et l'orca qui s'est tue, remplissant tout à... Voilà, c'était notre émission pour cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Comme vous le savez, si vous êtes intéressé aux livres dont nous avons parlé ou aux biographies des personnes que nous avons interviewées, vous allez sur le site serium.ca. Cliquez sur Planète Terre et vous pourrez avoir ces informations. Par ailleurs, vous y verrez aussi les annonces des conférences publiques qui s'en viennent au Cerium. Elles sont ouvertes. Nous vous invitons à venir y assister. Vous pouvez aussi voir sur le site les vidéos des émissions précédentes de la série Planète Terre. Je remercie l'équipe technique, Luc Laflamme, Ognian Guerguiev et Jean-François Da Silva Larue. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Après 3 ans d'école d'été, c'est toujours aussi bien, c'est vraiment, l'atmosphère est sympathique.
c'est une chance vraiment unique pour nous de pouvoir essayer de parsemer encore plus notre éducation. Peut-être c'est le thème qui a rendu l'ambiance décontractée, mais en tout cas propice à l'apprentissage. J'apprends énormément de choses sur mon propre travail. Je trouve que c'est enrichissant. Et les messages, les nuances qu'on essaie de faire passer sont vraiment très très bien intégrés par les étudiants. Au bout d'un moment, il se crée une espèce de communauté, ce qui fait qu'on a un certain nombre de questions qui, même si elles ne sont pas au programme, viennent traiter dans le cadre des discussions. Je me rends expert moi-même en faisant ça.